Bonjour à tous, c'est Mister Market. Aujourd'hui, suite et fin des vidéos sur le merchandising et on va terminer avec tout ce qui est rapport au KPI, c'est-à-dire aux analyseurs de performance d'un site internet dans le cadre des cours de e-merchandising qui était la dernière partie sur lesquelles on devait travailler. Alors, du coup, si on s'intéresse de plus près à tout ce qui est indicateur de merchandising, il y en a un certain nombre et ils sont très importants à connaître pour pouvoir commencer à toucher un petit peu à tout ce qui est analytics. Alors il faut savoir que l'analytics en fait c'est tout le domaine, je dirais, toute la technologie qui est à notre disponibilité pour pouvoir calculer, pour pouvoir voir et comparer l'ensemble de nos données analytiques, que ce soit sur les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook, sur LinkedIn, mais aussi sur notre site internet. Et pour ça il y a des outils très puissants. Alors pour notre site internet il y a Google Analytics par exemple qui est une référence dans le milieu. Pour Facebook on utilise Facebook Insight. Pour Instagram, c'est Instagram Insight. Pour LinkedIn, c'est LinkedIn Insight. Bref, tout ce qui propose aujourd'hui de mettre en valeur votre entreprise et notamment votre e-shopping, eh bien, il possède en fait une interface qui permet de voir toutes les options et tous les indicateurs liés à vos pages internet, le nombre de clics, le nombre de visiteurs, tout comparer, faire des tableaux de bord, des prévisionnels, mettre des objectifs. Bref, le but étant de faciliter la vie aux consommateurs, mais aussi de permettre de l'autre côté aux professionnels de pouvoir tirer un maximum d'informations de l'ensemble de ces canaux, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, on bosse principalement en multicanaux. Alors, pour les indicateurs. Le premier, c'est le nombre de visiteurs. Alors, les indicateurs que je vais mettre là sont principalement les indicateurs de Google Analytics. On s'intéressera peut-être dans un autre cours à tout ce qui est Facebook Insight. Mais pour l'instant, ce qui va nous intéresser, c'est bosser sur le site internet pour savoir quels sont les éléments les plus importants à retenir pour commencer à avoir une base en analytics de e-merchandising. Donc, le nombre de visiteurs, en fait, ça permet de savoir le nombre de personnes qui sont venues sur notre site internet. Alors attention, le nombre de visiteurs est différent du nombre de sessions. C'est pas écrit là parce que c'est du basique, mais le nombre de visiteurs, c'est le nombre de visiteurs total qui est vos revenus. Par exemple, une personne qui est venue 4 fois, c'est 4 visiteurs. Par contre, le nombre de sessions, c'est le nombre de visiteurs uniques qui est venu. Donc le nombre de visiteurs, si je suis venu 4 fois, correspond à 4 en termes de visiteurs, mais en nombre de sessions, il correspond à 1. Parce qu'en fait, il enregistre mon adresse IP, qui est un petit peu ma carte nationale d'identité sur Internet, et il sait l'origine de l'endroit où je me connecte. Alors, il faut savoir que dans une maison que vous connectiez avec un iPad, tablette Samsung ou autre Android, ou un ordinateur ou même une télé, c'est possible aujourd'hui, eh bien vous avez tous et toutes la même adresse IP, donc cela va correspondre à une session mais plusieurs visiteurs. Ensuite, il y a une notion très très importante en e-merchandising, c'est le taux de rebond. Le taux de rebond, c'est un peu le nerf de la guerre. Le taux de rebond, en fait, si on suit un petit peu la définition mais qu'on essaie de la simplifier, c'est le nombre de visiteurs qui sont allés sur un site internet sur le nombre de visiteurs total. En gros, le taux de rebond, c'est je vais sur un site et je pars. Le taux de rebond nous indique si nos pages sont attractives. Si vous avez un haut taux de rebond, ça veut dire qu'en fait, les visiteurs ne sont pas intéressés par votre site internet. Ils sont venus et ils les ont quittés directement. Ça, c'est ce qu'on appelle le taux de rebond. Le but pour une entreprise, c'est d'avoir un taux de rebond le plus faible possible. C'est-à-dire que vous devez tendre vers le zéro. Alors zéro, c'est impossible en termes de taux de rebond. Mais on considère qu'un taux de rebond, il commence à être intéressant quand on est à 20-30%. Le drame, c'est quand on a un taux de rebond à 70-80%, c'est-à-dire que la majorité des gens qui vont sur notre site internet le trouvent inintéressant et quittent tout de suite. Alors attention, parce qu'un taux de rebond, certes, un taux de rebond haut, ça peut être problématique, mais certaines fois, ce sont des gens qui ont mis un marque-page sur une des pages et qui vont tout de suite aller vers une autre. Mais ça, vous pouvez le voir en consultant vos fils d'Ariane et vous verrez qu'il y a un schéma logique la plupart du temps entre un endroit et un autre. Mais si vous mettez de côté ce fil d'Ariane et que vous prenez juste le taux de rebond, il permet de savoir quelles pages sont mal faites et quelles pages sont bien faites sur votre site internet, quelles pages sont intéressantes et quelles pages sont moins intéressantes. Par exemple, une page qui aurait 80% de taux de rebond, il faut peut-être s'y intéresser, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un problème. Trop de texte, pas assez d'images, il est mal fait, il y a des bugs. Bref, le taux de rebond, c'est vraiment l'indicateur phare sur votre site internet. Vous devez le regarder en permanence sur chacune des pages et surtout le comparer avec
les produits et les ventes. C'est-à-dire qu'un taux de rebond très très bas sur une page avec un taux de clic très très bas lui aussi, ça veut dire que certes la page elle est bien présentée, elle est intéressante, mais le produit ne l'est pas. Alors, le nombre de pages vues par page d'arrivée par fiche produit. En gros, le nombre de pages vues, ça va vous donner un indicateur sur cette page, elle a été vue tant de fois, cette page, elle a été vue tant de fois, cette page, elle a été vue tant de fois. Ce qui est différent du nombre de visiteurs. Un visiteur peut avoir plusieurs vues par rapport au nombre de pages. Ensuite, le nombre de fiches produits vues par le visiteur. En fait, ça permet de savoir et d'évaluer le nombre moyen de pages qui a été vu par les visiteurs. Un visiteur voit en général 1,5 pages. C'est-à-dire qu'au bout d'une page et demie, il s'en va. Au bout de 3, au bout de 4, au bout de 5. Ça permet, en d'autres termes, de voir l'attractivité de votre site internet. Plus le nombre de pages est important, plus le site internet est intéressant. Au contraire, moins il est, et moins il est intéressant. Vous voyez, en fait, des chiffres, tout seul, ça vaut rien. Des chiffres, ça a besoin d'être analysé. Parce que avoir un taux de rebond à X%, si on n'en connaît pas la cause, c'est bien, mais ça ne va pas vous aider. Les chiffres ne vont jamais parler pour vous, c'est à vous de faire parler les chiffres. Et ensuite, le nombre de pages vues par visite, en fait, ça correspond au nombre de produits pris en main dans les réseaux sociaux physiques. Ça permet surtout d'évaluer en moyenne le nombre de consultations par produit. Donc voilà, ça sont les indicateurs de base que vous avez dans le e-merchandising. Mais il y aurait une deuxième partie sur des indicateurs peut-être un petit peu plus poussés. Déjà, le taux d'ajout d'un produit au panier. Alors, le taux d'ajout d'un produit au panier, en fait, ça mesure l'impact de l'exposition de l'offre. C'est-à-dire que plus ce taux est élevé, plus vos offres elles sont bien présentées, plus votre e-merchandising il est intéressant, plus il est puissant. Et a posteriori, si vous avez fait un bon travail là-dessus, normalement vous devez avoir un taux d'ajout très fort. Alors attention, si vous avez un taux d'ajout très fort, mais un taux d'achat faible, ça veut dire que vous n'avez aucune rétention client. Les clients sont partis entre le fait qu'ils aient mis quelque chose dans le panier et qu'ils soient partis. C'est-à-dire peut-être, je dis bien, que vos produits ne sont pas les plus compétitifs en termes de prix. Ça peut être une excuse du fait que les gens mettent dans le panier et ils ne reviennent jamais. Peut-être qu'il y a une campagne de emailing à faire, c'est-à-dire que l'ensemble des gens qui ont mis quelque chose dans leur panier doivent être rappelés ou doivent être recontactés par la suite pour finaliser cette commande. Ensuite, vous avez le panier moyen. Ça, c'est exactement comme le merchandising. Je vous ai dit, e-merchandising et merchandising, la seule différence, c'est que le i veut dire sur Internet. Vous avez un panier moyen, une valeur, alors que ce soit en valeur ou en quantité, d'articles dans le panier des utilisateurs. Ça permet de savoir en fait combien rapporte un panier en moyenne sur l'ensemble de vos consommateurs. Évidemment, le panier moyen, mais comme un magasin, plus il est haut, plus c'est intéressant pour vous. Ensuite, vous avez le taux d'abandon des paniers. Et bien ça, c'est comme le put and drop en magasin, c'est-à-dire je prends, je regarde, je laisse. Et bien il y a exactement la même chose sur un site internet. Vous prenez dans votre panier le produit et vous abandonnez la commande. Alors en fait, si on veut être un petit peu plus précis, c'est le nombre de commandes qui a été passé divisé par ceux qui n'ont pas terminé la procédure. En fait, ça vous donne un taux qui est compris entre 60 et 80% en France. Parce qu'évidemment, dans d'autres pays, il est beaucoup plus faible. Par exemple, en Asie, si on parle de continent, Japon, Chine, etc., le taux est très faible. Les gens n'abandonnent pas ce qui est dans leur panier. Et puis c'est logique, parce qu'en fait, le merchandising, le e-merchandising là-bas, c'est quelque chose de très commun. Faire ses courses sur le site internet, c'est comme nous rendre dans un retail et acheter une paire de chaussures. Eux, la majorité des achats se font sur le site internet. Alors ça, c'est très en lien avec le pestel et notamment ce facteur socio-culturel de chaque pays. Vous avez le taux de conversion. Alors ça, c'est assez simple. Un acheteur, il va sur un site internet. Le but, c'est de le convertir en avocat, en acheteur-essayeur ou en acheteur convaincu. Je vous renvoie au cours de différents paliers des consommateurs, de l'inactif à l'ambassadeur. Et bien le but, c'est de faire passer quelqu'un qui passe sur votre site internet à quelqu'un qui passe sur votre site internet et qui achète. Alors là, c'est simple, hein. C'est le nombre d'internautes qui ont finalisé une commande au cours de leur visite divisé par le nombre de visiteurs. Alors généralement, on essaye d'avoir un taux de 2%.
Voilà, c'est le taux qu'on sait. Puis ensuite, vous avez le CA. Bon, bah là, je ne vais pas repasser sur le CA. Hein. C'est le nombre de visiteurs multiplié par le taux de conversion, multiplié par le panier moyen. Alors, vous voyez que derrière ces KPI, il y a des calculs en fait. Et parce que tout est affaire de chiffres, mais les chiffres, ça a besoin d'être manié, ça a besoin d'être expliqué, et ça, c'est votre travail. Alors, il y a un boulot qui est très à la mode en ce moment, ça s'appelle CM, Community Manager. Et en fait, on se dit la plupart du temps qu'un Community Manager, c'est quelqu'un qui poste des images sur les réseaux sociaux, qui répond aux commentaires. Oui, mais pas que. Un Community Manager, c'est quelqu'un qui va maîtriser l'ensemble des outils que je viens de vous présenter et qui sait en tirer avantage. Eh bien oui, le travail de Community Manager, c'est un peu ce problème de l'iceberg. Hein. C'est 10% surface, 90% immergé. Et en fait, les 90% de ce qui est immergé, c'est ça, l'utilisation des chiffres. Un community manager regarde ses KPI toute la journée, il a ses tableaux de bord à gauche et à droite, il compare aux périodes à N-1, à M-1, à N-1, -2, -3 pour voir là où il peut faire le plus de ventes, là où il peut faire le plus d'engagement avec des likes, là où il peut faire le plus de panier moyen. Et c'est ça en fait le travail d'un CM, c'est pas juste poster des images sur les réseaux sociaux pour faire réagir les gens. Vous avez une vidéo là extrêmement intéressante sur les bases de Google Analytics. Je vous laisse la voir parce qu'en fait elle n'est pas d'un tutoriel très avancé, mais enfin elle vous permet de comprendre ce que moi je viens de vous dire, mais en images en fait. Et enfin, il y a des outils que vous devez connaître. En fait, c'est un petit point de vocabulaire. On commence par le SEO. Le SEO, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel. En fait, c'est Google qui a émis un certain nombre de règles. Si vous suivez ces règles, vous montez sur Google. Comme on dit en internet, you bon, you monte. C'est gratuit. Celui qui respecte le plus de règles est le premier sur Google. Alors attention, c'est pas je crée un site internet, je vais répondre à 111 règles sur Google. Oui, parce qu'il y en a beaucoup. Et je vais être premier. Non, c'est un travail de longue haleine. C'est à peu près 1 an à 1 an et demi de travail pour faire émerger un site de la dernière page à la première. Mais c'est un travail qui demande au moins 5 heures de travail par jour. La création d'articles qui fait venir sur notre site internet, les backlinks, les images avec des textes alternatifs, le nombre de caractères, le pourcentage de mots cibles. Bref, il y a beaucoup de règles contraignantes aujourd'hui. Si vous les suivez tous, vous allez monter. Par contre, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent. C'est très efficace, ça coûte pas cher, mais c'est très chronophage. A l'inverse, l'achat de liens sponsorisés, c'est le SEA. Vous payez pour monter sur Google. Vous voyez que c'est un peu la même, hein. Vous payez pour monter, sauf que là, l'efficacité, elle est très forte. J'irais dire assez moyenne en ce moment. Par contre, le coût, c'est extrêmement cher. Alors, vous pouvez imaginer une stratégie mixte. Et c'est ce que font la plupart des entreprises, hein, un mélange de SEO et un mélange de SEA. SEO, je travaille de façon gratuite. SEA, je paye. Ensuite, vous avez tout ce qui est produit, listing, alors ce qu'on appelle des ads, des Google Ads. En fait, c'est des liens commerciaux que vous intégrez via des visuels, que vous payez, hein, c'est de l'achat d'espace sur Internet pour faire venir les gens. Quand vous êtes sur Facebook, par exemple, quand vous êtes et que vous avez regardé cette paire de chaussures pendant toute la journée, puis qu'il y a un encadré qui vient avec la chaussure que vous avez bizarrement regardée, et bien en fait, c'est un ads. C'est quelqu'un qui a payé pour mettre sa chaussure là, qui a aspiré au préalable vos données utilisateurs pour vous targeter au mieux. Ensuite, les emailing, deux types. Emailing avec la base interne et la base externe. Alors la base interne, c'est quelque chose que vous avez tiré par exemple de votre site internet, puisque de Google Analytics, je peux extraire les données utilisateurs afin de faire des campagnes de emailing. Et l'externe, c'est j'ai acheté à d'autres entreprises la base de données pour pouvoir envoyer des emailing. Alors là, c'est simple. Un emailing avec ta base de données à toi, c'est très faible en termes d'efficacité et c'est très faible en termes de coût. De toute façon, l'emailing, on est sur 1 à, pour les plus gros warriors, 2% de rentabilité. Bah oui, parce que ça coûte très peu cher. Vous pouvez être surpris, mais combien de mails commerciaux fonctionnent? Et là, vous comprenez pourquoi ça ne fonctionne pas. Et enfin, l'externe, eh bien, là, le coût est plus élevé parce que vous achetez la base de données en amont. Ensuite, vous avez l'affiliation. Alors là, c'est la publication d'images sur Internet. C'est ce que vous voyez le plus souvent des sites partenaires qui redirigent vers l'internaute. En fait, c'est ce qu'on appelle du backlinking. C'est des redirections de sites Internet entre eux. Vous avez ensuite les comparateurs. Les comparateurs permettent, comme le nom l'indique, ce sont des sites Internet spécialisés pour comparer les sites Internet. Il ne faut pas croire, hein,
ils font de l'argent, ils sont pas 100% honnêtes parce qu'à un moment il faut bien vivre. Ils ont des contrats de partenariat avec certains et certaines autres entreprises. Par exemple, vous avez 5 comparaisons et au-dessus vous avez un encadré vert avec la comparaison, pas forcément la plus intéressante, mais celle qui a été mise en avant par le site internet. Cela veut dire que la marque qui est dans le cadre vert a payé le comparateur pour être affiché en premier. Aujourd'hui, nous sommes dans une société de comparaison, hein. Vous avez tout comparé avant d'acheter. Ensuite, vous avez le display. En fait, le display, c'est la publicité générale, hein, c'est les éléments graphiques, les bannières, les images, les gifs, les trucs animés, les vidéos qui vous permettent d'appâter le consommateur. Et ça, c'est quelque chose qui marche très bien, notamment sur les réseaux sociaux. Tout le display campaign pour vous faire aller sur le site internet, pour vous faire aller sur une page, pour vous faire aimer une page, pour vous faire commenter une page. Ensuite, les publications sur les réseaux sociaux. Le but pour une communauté, quand vous en avez une, c'est de la faire vivre et la faire échanger. Et la faire réagir. La faire réagir en bien, la faire s'intéresser au produit, la faire s'intéresser à votre entreprise, la faire adhérer. Si je suis les 3 principes de la communication, faire connaître, faire aimer, faire acheter. Les publications sur les réseaux sociaux, ça sert à ça. 1. Faire connaître. Coucou, j'existe, ma marque elle est présente sur les réseaux sociaux, voilà mon site internet, voilà ce qu'on fait, voilà nos valeurs. 2. La faire aimer. La faire aimer avec des posts drôles, des vidéos, des gifs, des commentaires, répondre aux gens. 3. Il faut faire acheter du connatif, des liens sponsorisés, des campagnes à moins 70%, etc., etc. Vous devez scrupuleusement respecter ces 3 objectifs pour pouvoir faire acheter le consommateur. De toute façon, un consommateur, il doit connaître, aimer, acheter. C'est les piliers de la communication digitale, mais aussi de la communication, tout ce qu'elle est de plus classique dans le monde où on vit. Ensuite, les publicités sponsorisées, on en a déjà parlé, c'est toutes les publications qu'on a payées, notamment par exemple avec Facebook. Vous pouvez créer une campagne sur une semaine, au tour de tour, pour 10 000 personnes. Avec ce contenu-là, vous payez une campagne. Ça coûte en général moyennement cher. Ça fonctionne plutôt bien, hein. Faut être honnête, les campagnes fonctionnent plutôt bien, notamment à attirer du chaland sur vos sites internet. Après, en termes de rétention, c'est votre travail sur le site internet qui va définir l'ensemble des paniers moyens qui vont être alloués à tel ou tel produit. Les liens commerciaux dans les réseaux sociaux, bah là, c'est par exemple, on va arriver pendant les soldes. Alors au moment où je fais la vidéo, hein, et bien vous allez voir de plus en plus d'images drôles, de vidéos de présentation de produits, avec en description et bien, le lien pour aller passer l'achat, par exemple. Et la publicité offline, et ben c'est la publicité des médias classiques, hein, qui sont en cross, c'est-à-dire que vous allez le faire en même temps que votre publicité digitale. C'est la télé, la presse, la radio et l'affichage, etc. sont l'ensemble des canaux qui coûtent en général plus cher que les canaux digitaux, mais qui ont un taux de rétention qui est plutôt élevé pour certains d'entre eux. Alors voilà, on a présenté les différentes techniques et les différentes notions clés en e-merchandising. On reviendra sur chacune des notions pour les creuser à fond dans les cours de e-marketing qui viendront plus tard sur la plateforme. En attendant, j'espère que vous avez bien compris l'intérêt du e-merchandising, que vous avez saisi toutes les notions de base. Je vous dis bonne révision et à la prochaine.